Qu'est-ce qui cloche? Je me le demande. On le sait pas, on cherche. Je sais pas. Ils sont déprimés et pourtant ils ont tout pour être heureux. Aujourd'hui, toute une histoire se met à l'écoute de ceux qui ont tant besoin d'être compris. Tout allait pour le mieux et c'est du jour au lendemain que ça s'est déclenché. Oui, ça s'est installé en 48 heures. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à avoir une vie comme tout le monde, quoi, en fait. C'est un ras-le-bol, quoi, j'en ai marre. C'est comme si j'étais prisonnier dans mon esprit, quoi. Malgré leur souffrance, ils se battent pour s'en sortir. Là, je suis plus prisonnier avec moi-même, là, je suis bien, là. Mais bon, c'est pareil, si c'était comme ça tout le temps aussi, tous les jours, il y aura encore une lassitude qui s'installerait. Je sais bien que la satisfaction, je l'aurai pleinement jamais. Parce que je devrais pas pleurer en ayant une petite fille comme ça. Je devrais pas, je devrais être heureuse. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir, bienvenue. Sur le plateau, toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui ont à portée de main, a priori, tous les ingrédients pour réussir la recette du bonheur. Et pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Ils ont le sentiment que leur vie n'a pas de goût, que leur existence est fade, bref, que la recette est ratée. Ils ont tout pour être heureux. Et malgré tout, ils sont déprimés. Ils n'ont pas vécu de coup dur particulier. Rien en apparence n'explique leur mal-être. Autour d'eux, personne ne comprend leur insatisfaction permanente, ni famille, ni conjoint. Pour eux, le bonheur est une énigme. Alors quel est le hic? D'où vient ce fameux mal-être qu'on appelle parfois la maladie du siècle? Comment leurs proches font-ils face à leur inertie? Nos invités vont tenter de répondre à toutes ces interrogations que vous partagez peut-être. Merci de les accueillir chaleureusement. Alors la première question, quand on a tout pour être heureux, c'est qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Je me le demande. Ça fait longtemps que je me le demande. Ça fait longtemps que ça cloche en tout cas? Oui, ça fait longtemps que ça cloche. Et d'après Pascal, vous avez tout dans votre famille, tout dans votre couple? Parfaitement tout. Pour être heureux par rapport à tant de personnes qui connaissent des problèmes dans leur existence? C'est le grand mystère. Qu'est-ce qui cloche? Pascal, bonjour. À quel âge la dépression vous est tombée dessus? Une dépression assez sévère, j'ai l'impression. Il y a 4 ans. Oui. Quand je dis que tout allait bien dans le meilleur des mondes, en tout cas en apparence, c'était une femme d'action à la réussite incroyable, c'était chef d'entreprise avec 7 salons de coiffure, 4 enfants qui allaient très bien. Et une petite fille. Une petite fille en plus, divorcée, mais ça ne semblait pas être un grave problème pour vous. Non, absolument pas. Tout allait pour le mieux et c'est du jour au lendemain que ça s'est déclenché. Oui, ça s'est installé en 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Le matin, le soir? Un matin, j'ai pas pu me lever. J'étais très très fatiguée et puis en essayant de chercher toutes mes forces, ça ne venait pas. Rien n'est venu? Rien n'est venu. On va voir que ça peut arriver à peu près à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel âge, on va le voir avec vous. Lagdar, Jennifer, vous n'avez que 21 ans, est-ce que vous avez une idée du pourquoi? L'enfance et l'adolescence. L'enfance, qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Non, j'ai pas été rassurée comme il faut par mes parents. C'est pas leur faute, hein, mais c'est des choses, la peur d'être seule. Beaucoup de choses s'est passé pendant l'adolescence, des décès, des déménagements. Donc pas suffisamment de sécurité affective? Non. Et quand bien même, quand on a une idée de l'éducation qu'on a reçue, pourquoi vous, ça vous est arrivé à ce moment-là de la vie? Vous n'en avez pas l'explication aujourd'hui. Dorothée, vous êtes comptable, vous avez un mari qui travaille aussi, vous avez une très jolie maison. Oui. La dépression s'est déclenchée dans quelles circonstances? Elle ne se déclenche pas, elle revient systématiquement en fait. J'ai l'impression de passer ma vie à lutter contre depuis que je suis petite. Et lutter contre quoi exactement? Lutter contre un mal-être, une déprime qui revient. Peut-être que c'est saisonnier, je ne sais pas, j'arrive pas bien à savoir. Bon. Et c'est lié aussi à l'enfance, à l'adolescence, avec un manque de sécurité qui perdure toujours, puisque... Vous l'avez senti quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, que votre femme avait un terrain de déprime? Pas tout de suite, mais bon, j'ai vite compris qu'il y avait effectivement un petit problème, quoi. Lagdar, vous êtes tout jeune. Bonjour, vous n'avez que 18 ans. Quel âge vous aviez quand la dépression a pointé le bout de son nez? Environ 12 ans. 12 ans. Alors si j'ai bien suivi, vous étiez un élève tout ce qu'il y a de plus consciencieux, extrêmement brillant même, puisque vous aviez 2 ans d'avance. À côté de ça, vous n'étiez pas le petit garçon coupé de tout son environnement, vous faisiez aussi du sport. Quel sport? J'ai fait du judo, de la natation et un peu de handball. Donc des sports individuels mais aussi collectifs. Vous aviez des copains? Mm. Et puis à 12 ans, ça vous est soudainement tombé dessus. Vos parents n'ont pas bien compris, Voilà. vos frères et sœurs non plus, mais je dirais que le pire c'est que vous non plus, vous n'avez pas compris ce qui se passait. Quoi. Voilà. Et aujourd'hui encore, vous posez des questions, vous essayez de vous battre en tout cas, C'est ça. pour tenir le coup.
Estelle est avec nous. Bonjour Estelle. Bonsoir. Estelle, vous avez vécu 4 ans avec un homme qui avait tout pour être heureux. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle tout pour être heureux, Tout, en l'occurrence? Déjà au niveau du travail, ce qui n'est pas donné à tout le monde, un bon travail, une famille qu'il aime, des enfants qu'il aime, une femme qu'il aimait, et ça suffisait pas. Une maison, voilà, le schéma qu'on peut nous bercer, dont on nous berce depuis tout petit, et ça suffit pas, ça suffit pas. Alors quand on dit tout pour être heureux, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que ça veut dire tout le confort matériel pour être heureux? Ah non, non, non. le Il avait confort quand même toute affectif sa aussi. famille, voilà, toute sa famille, sa femme, tout le monde l'aimait, le soutenait dans ce qu'il faisait, ça suffisait pas. On va essayer de s'intéresser à ce qui réunit nos invités d'aujourd'hui, qui étaient tous dans une situation affective plutôt agréable. Je pense que vous étiez heureux dans votre famille. On va consacrer la première partie de cette émission au tableau du bonheur, ou plutôt au pseudo-tableau du bonheur. Vous aviez tous sur le papier une vie paisible, épanouissante. Pourquoi on se sent à l'abri de la déprime et comment elle finit ou elle commence par arriver? On va le découvrir notamment avec vous, Dorothée et Pascal, votre époux. Ça ressemble au bonheur, ça a le goût du bonheur, mais ce n'est pas tout à fait le bonheur. Loin de là. Pas toujours. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Dorothée a 36 ans. Avec Pascal, son conjoint, elle élève ses 2 enfants, Louisiane et Léo. Tous ensemble, ils ont emménagé il y a 4 ans dans une grande maison en région parisienne. L'état d'avancée des travaux. Il y a du boulot. J'ai tout, quoi. J'ai tout. Une superbe maison, de magnifiques enfants, un mari génial. Tout pour être heureuse, c'est ça. Voilà, tout pour être heureuse. Malgré les apparences, Dorothée est déprimée. Entre son travail de comptable, l'éducation de ses enfants et l'entretien de sa maison, elle souffre de ne plus avoir une minute à elle. Il faut ranger les jouets, Léo, parce qu'on va manger après. Il y a des moments où je suis complètement dépassée par ce mal-être, par cette déprime lancinante. Donc je fais les choses comme un automate, quelquefois, souvent. Puis c'est pas enviable, quoi, d'être pas toujours bien, de prendre les choses comme des corvées, des obligations, des contraintes, voilà. Je suis tout le temps en train de me battre contre moi-même, quand même. Puis je lutte, oui, contre ce sentiment qui m'envahit de temps en temps, d'aller me poser sur un canapé, de tout laisser tomber, et puis les gosses ils mangeront ce qu'ils mangeront, et puis voilà quoi. Comme la plupart des mamans, Dorothée s'occupe de ses enfants avant d'aller travailler. Elle les accompagne à l'école, puis prend le train direction Paris, et chaque matin c'est la course. Enfermée dans ce rythme quotidien, elle regrette sa vie d'avant, faite d'imprévus, d'insouciance et de voyages. Je suis frustrée de m'être laissée peut-être un peu empêtrée dans ce qui ne correspond pas. Il y a des gens qui rêvent de vivre la vie que je vis parce que c'est un peu un idéal quoi, dans nos sociétés. Bien sûr, ce tableau-là, mais qui n'en rêve pas? Il n'y a personne, quoi. Moi, j'en rêve pas parce que peut-être parce que je l'ai, je sais pas, mais peut-être aussi parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais à 20 ans. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Pour se débarrasser de son mal-être, Dorothée aspire à un changement de vie radical. Mais Pascal, son mari, s'en inquiète. Pour moi, c'est assez dur quand même. Moi, je me pose beaucoup de questions sur moi, parce que je pense toujours que c'est ma faute. Donc j'essaie d'aller, de faire ce que je peux, quoi. Mais le problème, c'est que ça suffit pas, et ça me prend la tête. Donc qu'est-ce qui te manquerait pour être heureuse, toi, aujourd'hui? Partir dans notre ferme, puisqu'on a prévu d'avoir une ferme. Et puis d'ouvrir des chambres d'hôtes. Et je me dis que voilà, je ne vais pas attendre mes 60 ou 70 ans pour le faire, quoi. Je m'en fous. Tu vois, en attendant, la vie passe, quoi. Je suis tout à fait partant pour non, mais faire ce qu'il faut. on est Il n'y a d'accord. aucun problème quoi. là-dessus. Voilà, là-dessus, on est Mais d'accord. il y a juste un petit côté où j'ai peur, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques années
dans les mêmes conditions que maintenant, que tu sois fasse pas, pareil. que ça suffise pas, que tu sois pas assez satisfaite. Tu as raison quand tu dis que tu as peur de mon insatisfaction qui pourrait être la même finalement dans une autre vie ailleurs. Parce que moi aussi j'en ai peur, quoi. Je sais bien que la satisfaction, je l'aurai pleinement jamais. Ça, c'est positif, hein. Ça, c'est optimiste, de se dire que vous ne serez jamais heureuse finalement. Ouais, c'est un peu une conscience que j'ai aussi, peut-être sans... C'est pas la méthode Coué à l'envers, vous êtes sûr? Je sais pas, ouais. Enfin, C'est difficile de s'imaginer que vous n'aurez jamais le droit au bonheur. Enfin, je veux dire, c'est... peut-être que je me l'interdis, je sais pas. Et pourquoi vous l'interdiriez? C'est peut-être ça. Bon, je pense qu'il y a un passif qui est là aussi avec... Et grave? Oui, un peu, avec une famille, bon, d'un point de vue pathologique, assez lourd. Voilà, quoi. Donc, on a tous, c'est la on a force tous de ces l'être valises, humain. oui, On voilà, a tous ces valises et puis on a tous valises, la possibilité d'essayer de s'en sortir. Néanmoins, la dépression est une maladie. C'est pas simplement un état d'esprit. On a envie de tout de suite dire aux gens, mais secouez-vous, faites des choses. On a surtout l'impression que vous ne profitez pas de l'instant présent. Vous êtes toujours en train de vous projeter dans l'avenir. Oui, je pense que le problème, en fait, il est là, quoi. Je profite jamais. Je suis tout le temps en train de penser qu'il va falloir que je fasse ci, ça, qu'il faut que j'organise le week-end prochain, les vacances d'après, etc. Et donc. Et pourtant, vous avez dans la vie tout ce que vous avez souhaité ou imaginé. Oui, c'est vrai que les enfants, voilà, quoi. C'était ce que je souhaitais dans ma vie. Et puis affectivement et sentimentalement, Vous êtes amoureuse? Oui. C'est une information pour Pascal. Oui, il le sait. Il le sait bien. Oui, un bon job, on disait, de beaux enfants, une belle maison. Vous avez une vie qui paraît enviable quand même. Oui, mais j'ai une vie... Qu'est-ce qui vous manque? J'ai une vie trop stressée. Je me sens trop stressée dans cette vie-là. Voilà, ça me va pas, quoi. Ça me correspond pas. J'ai pas assez de temps. J'ai jamais assez de temps pour mon mari le soir, pour mes enfants, même pour moi. J'ai pas le temps. Voilà, tout à l'heure en studio, là, on me coiffait et on me disait, mais vous devriez aller chez le coiffeur plus régulièrement. Et je dis, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Et elle me dit, bah oui, mais vous n'avez pas d'excuses, ça dure qu'1 heure. Je dis, oui, mais l'heure, je l'ai pas dans la semaine. Vous êtes sûr? Parce qu'on dit qu'il y a le temps qu'on a et le temps qu'on prend, qui sont deux choses différentes. Oui, c'est vrai, mais c'est facile à dire, quoi. Quel est votre point de vue, Pascal? Vous la connaissez bien, votre femme? Pour moi, c'est bon. C'est compliqué. Je fais un petit peu office de tampon, on va dire. Parce qu'elle réagit, elle est un peu les opposés. Ou c'est tout à fait positif, ou c'est tout à fait négatif. C'est ça. C'est pas tout le temps la dépression, quoi. Non, des fois, ça va bien, même. Oui, des fois, c'est le bout en train du boulot. Voilà, c'est elle qui remonte le moral aux gens. Donc c'est incompréhensible, mais arrivé à la maison, ben, parfois c'est le contraire. Et puis c'est par moment, hein. Et puis c'est pas non plus... vous parliez de dépression, enfin moi je sais pas, je pense pas que ce soit de la dépression. Moi je pense que c'est de la déprime par moment, bon, qui revient selon les périodes, etc. Mais la dépression, c'est grave, quoi. J'ai pas ça. Moi, de déprime. Non, ouais, voilà. Moi, je me lève le matin. Là, vous changez de ton. Là, ouais, voilà. Je me lève le matin. Il y a mes la France enfants. Qui se lève tôt, d'accord. Voilà. Et je peux pas laisser mes enfants pas manger. Enfin, voilà, quoi. C'est bon. Il y a des moments peut-être plus difficiles que d'autres. On vous dit parfois que vous avez tout pour être heureuse? Est-ce qu'on me le dit? Oui. Enfin, peut-être pas dans ces termes-là, mais oui, je peux sentir l'incompréhension de temps en temps autour de moi, effectivement. Je ne sais pas ce que notre public pense des... Vous comprenez que cette femme soit malheureuse par moment? Non, je ne comprends pas du tout, parce qu'elle a tout pour être heureuse. Et puis, c'est tout le rêve de petite fille, en fait, c'est Cendrillon. Peut-être parce que vous avez atteint tous vos objectifs, alors? C'est peut-être parce que j'ai tout et que... Il n'y a plus de perspective, donc vous inventez de nouveaux objectifs? C'est peut-être ça. Ça existe, hein? Vous en pensez quoi? Moi non plus, pareil, je comprends pas, parce que, comme disait la demoiselle à côté, elle a tout pour être heureuse, et je sais pas comment c'est possible, quoi. Je comprends que des jeunes qui sont au début de leur vie professionnelle aient du mal à comprendre que quand on a un confort pareil, ce soit plus compliqué. Je demandais à des personnes qui ont peut-être quelques années de plus, si vous me le permettez, madame. Comment vous réagissez? Elle est épaulée, elle a un mari qui est très bien, donc c'est pas mon cas. Moi, j'ai 3 enfants toute seule et elle a une belle vie, elle est épaulée, elle travaille, que moi, je ne travaille pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'elle n'a pas le droit de se plaindre? Exactement. Elle n'a pas le droit de déprimer, elle a un foyer qui est convenable, elle a des enfants adorables, elle est épaulée par un mari que moi, j'assume mes 3 enfants seuls. Mais je ne suis pas épaulée du tout. Non, je pense que... Vous diriez que vous êtes heureuse, vous? Je suis heureuse avec mes enfants.
Mais toute seule. Il y a un manque. Il y a un manque. Et je déprime pas du tout. On va peut-être demander à Muriel Bertrand-Servet, qui est avec nous, de donner son point de vue, parce que c'est pas aussi simple que ça, la vie. Le confort matériel ou le confort affectif, en apparence, parfois rend les gens malheureux, pour autant. Vous êtes, Muriel, psychologue et psychanalyste. Vous avez écrit un livre intitulé « Comprendre la dépression pour en guérir ». Est-ce qu'on parle de la dépression ou de coup de déprime? J'ai plutôt envie de parler de mal de vivre. Le mal de vivre qu'on appelle familièrement déprime, en effet. Qui n'est pas nécessairement un symptôme dépressif, mais qui est un sentiment que tout un chacun peut éprouver au cours de son existence. Et ce mal de vivre, il n'est pas toujours négatif, c'est-à-dire que c'est un signal d'alarme en quelque sorte. C'est un signal d'alarme qui peut montrer eh bien, qu'on n'est pas tout à fait en accord avec soi-même, d'une part, ou qu'on n'est pas si bien que ça dans la vie dans laquelle on s'est installé. Donc qu'il y a une nécessité de changement de vie dans ce cas? Qu'il y a une nécessité de se confronter à soi-même peut-être, de se poser de vraies questions, de remettre un petit peu tout à plat et de chercher des solutions. C'est quelque chose que vous aviez toujours plus ou moins en vous. Vous nous dites depuis que vous êtes assez jeune, quoi. Oui, parce que avec des hauts, des bas, ouais. Oui, j'ai suivi une psychothérapie pendant une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Oui, entre l'âge de 20 et 30 ans, bon, de façon éparse, mais effectivement... Et à la fin de ces 10 ans de psychothérapie, vous vous êtes dit, c'est bon? Ça m'a beaucoup soulagée, parce qu'à 20 ans, j'aurais pas fait l'émission, voilà. Pascal, vous, c'est assez différent, si j'ai bien compris votre histoire, parce que vous n'aviez pas ce syndrome de coup de déprime. Jamais. Jamais. J'étais quelqu'un de très actif, très organisé. Tout s'emboîtait toujours très bien. Même les choses dans l'urgence, ça ne me posait pas de problème. Quel regard vous portez comme ça sur le témoignage de Dorothée? Moi, je dirais qu'elle est dans une chronicité, elle a effectivement peut-être des symptômes plus de déprime que de dépression. Moi, j'ai réellement fait une dépression. Là, je ressens plus de la déprime, oui, quelque chose de chronique qui revient. Avant que ça vous arrive, quel regard vous portiez sur les personnes qu'on dit dépressives? Un peu le même jugement que la dame a eu tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne comprenais pas du tout, parce que moi, c'était quelque chose qui ne me touchait absolument pas, ça faisait absolument pas partie de ma culture, même, il n'y avait jamais eu de déprimé dans ma famille, enfin, c'est quelque chose qui me dépassait complètement. C'était impossible que cette force obscure s'invite en vous? Absolument. Et pourtant, elle est arrivée. Si vous deviez qualifier en quelques mots la vie d'avant, c'était une vie de... Parfaite, sans ombrage. J'ai professionnellement monté mes affaires, j'ai eu mes enfants quand C'est vous qui avez monté seul les 7 salons Les 7 salons, oui. Voilà. Belle maison, des conditions confortables de vie. Voilà, absolument, absolument. Tout pour un amoureux? Un amoureux aussi à l'époque, oui. Qui a fui pendant la dépression, mais bon, tant pis. Vous regardez Pascal. Pourquoi vous regardez Pascal? Parce que lui, il a tenu le coup. Pour l'instant. Pour l'instant. Moi, ça a été très violent aussi, donc c'est vrai que c'était impressionnant. J'ai rien fait non plus pour retenir les gens qui m'aimaient autour de moi. Je ne l'ai pas fait volontairement de les éloigner, mais mon comportement a été odieux quand même, dans cette période très difficile. Vous diriez que vous avez tout fait pour éloigner les autres? Oui, j'ai... Et l'autre en particulier? Et l'autre en particulier, oui, mais je pense que j'en étais inconsciente. Vous disiez, tout mon petit monde parfait s'est écroulé. Vous aviez l'impression d'être dans un petit monde parfait. Ouais. J'imagine que c'est l'impression que vous partagez, vous aussi, Lagda, même du haut de vos 12 ans. Vous vous sentiez comment par rapport aux autres jeunes gens de votre âge? 2 ans d'avance, c'est quand même hallucinant. Ouais, enfin, on se sent un peu supérieur, on se dit... tout va bien, tout roule, l'école ça va, le sport ça va. On a une belle vie et puis voilà, on est content de la vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est du jour au lendemain? Bah, un peu, je sais pas vraiment comment ça s'est passé, c'est du jour au lendemain. Ça s'est un peu quand même étalé sur une petite période, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé alors que vous étiez heureux auparavant et que vous ne l'étiez plus quelques jours après? Qu'est-ce qui a changé? Encore aujourd'hui, je me le demande. Comment ça s'est passé à l'école, là, Au bout de... Bah, j'y allais plus, je suis tombé en échec scolaire à partir de ce moment-là. J'ai tout lâché, en fait. J'ai tout lâché d'un coup. La musique? Mes relations, ouais. Le judo? Ouais. Musique, sport, école et tout. Avec vos parents, comment vous en parliez? J'en parlais pas vraiment avec mes parents. C'était pas vraiment facile de discuter de ça parce que
culturellement, pareil, ça n'existait pas chez moi, quoi. Aucun membre de ma famille... Enfin, c'est arrivé à aucun membre de ma famille. Chez moi, la déprime, ça n'existait pas, quoi, entre guillemets. C'est pas ce que c'était? On voulait pas savoir ce que c'était? Aussi, ouais, on se refusait un petit peu à... Quelle était l'ambiance familiale à la maison, sinon, globalement? Quand je parlais de petit monde parfait pour chacun? Ça allait, je veux dire, tous mes frères et sœurs, je veux dire, en général, sont des bons vivants. Tout le monde va bien, tout le monde rigole, quoi. Bon, vous étiez un petit garçon heureux, quoi, jusque-là, jusqu'à 12 ans. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la dépression quand vous avez ressenti ce poids vous tomber sur vos épaules? Oui, enfin, une petite connaissance comme ça, quoi. Je me serais jamais imaginé que ça pouvait être aussi puissant, quoi, qu'on pouvait se dire comme ça du jour au lendemain, enfin, tout anéantir, vouloir se foutre en l'air, quoi, vraiment se bousiller la vie. Ça me serait jamais passé par l'esprit avant, quoi, mais... Jennifer, vous aussi, vous aviez tout pour être heureuse? Tout, oui. Enfin, tout d'apparence, en tout cas? En apparence, oui, tout. Après, c'est vrai que moi, ça a commencé à 15 ans, j'ai fait une crise de spasmophilie. Et en fait, j'étais en internat, ça me plaisait pas, j'arrivais pas à m'y faire. J'ai un peu tiré l'alerte à mes parents, mais mes parents n'ont pas vu, quoi. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée à l'hôpital, hospitalisée avec la crise. Et après, on m'a fait rentrer chez moi. Tout s'est bien passé jusqu'à mes 18 ans. Et à partir de mes 18 ans, j'ai eu des crises d'angoisse qui sont venues du jour au lendemain, qui m'ont bouffé ma vie et qui me plongent dans une déprime, quoi. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Vous en êtes où, maritalement? J'ai une petite fille qui va avoir 17 mois. J'ai mon copain qui tient le choc, qui est là pour m'encourager. C'est vrai que c'est vraiment dur. Pour lui, des moments, au début, il ne comprenait pas pourquoi, quoi. Du jour au lendemain, on sortait à droite, à gauche. Après, je ne pouvais plus sortir, quoi. Du jour au lendemain? C'était petit à petit. Tous les jours, il y avait un truc. Je m'enfermais chez moi. Je ne voulais plus aller faire des magasins. Je me suis renfermée sur moi, quoi. Quand on dit tout pour être heureux, on vous l'a reproché, ça? On vous l'a dit? Mes parents me le disent. J'ai des entourages, ils me le disent. T'as tout, t'as une petite fille, t'as un copain, t'as... Un joli cadre de vie, un boulot intéressant. J'ai un boulot, quand j'y arrive à le tenir à cause de mes problèmes maintenant. J'avais tout, ouais. Ça vous inspire quoi, Estelle, tous ces jolis petits tableaux? Ou du vécu, du vécu de l'autre côté, mais... Difficile, c'est vrai, je comprends toujours pas. Malgré que j'ai vécu pendant 4 ans avec quelqu'un, je comprends toujours pas. Donc je trouvais ça normal. Alors lui dire que tout va bien, essayer de lui faire comprendre que la vie est belle, qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus, ça avait quel effet sur lui? Il voulait pas en entendre parler. Il voulait pas en entendre parler, il disait oui, mais moi j'ai des histoires aussi derrière moi, on en a tous, vous le disiez avant, on en a tous. Après, c'est comment on les gère. Et puis ce qu'on fait pour aussi s'en sortir, parce que bon, je suppose que tout le monde... Je ne sais pas si tout le monde a fait une thérapie ou... Enfin, après, il y a plein de choses. Il y a plein de... Vous avez l'impression que certaines se complaisent ou s'installent dans leur malheur? Je crois qu'il faut... Si on veut vraiment s'en sortir, il faut se booster. Après, il y a différentes façons. Thérapie, il y a la kinésiologie, il y a plein de choses. Il faut les faire. Je pense qu'il faut les faire. Si vraiment on a envie de s'en sortir, il faut les faire. Il faut tenter. Comment vous réagissez au témoignage de chacun de nos invités? Pascal? Je ne sais pas justement si effectivement elle a entrepris quelque chose pour chercher pourquoi elle en y arrive. Parce qu'on n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Non, pas du tout. Sauf, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Voilà. Moi, j'ai mis tout en œuvre pour sortir, pour sortir de cette pas... situation, parce que je ne m'y plaisais pas du tout. Je la refusais. Le mot dépression, c'est un mot que je n'employais pas d'ailleurs. Moi, j'étais dans la turbulence, je n'étais pas dans la dépression nerveuse. C'est vrai que j'étais passée d'un côté actif à quelque chose de complètement atone. Alors évidemment, j'ai été dans une situation complètement différente et je la refusais, cette situation. Donc je faisais tout pour m'en sortir. Bien que je n'ai pas pu lutter au départ, parce que les 3 premières semaines, ça a été l'effondrement total. Vous étiez crevé, cramé. Mais complètement. Je n'avais plus d'énergie. Pour vous dire, par exemple, moi, j'ai ma salle de bain qui est à 3 mètres la porte est à 3 mètres de mon lit. Je ne pouvais même pas passer de mon lit à la salle de bain. Il fallait que je me conditionne pendant 1 heure en me disant il faut que tu ailles dans la salle de bain. Ces symptômes et les autres qu'on a évoqués, Muriel, ça vous fait penser à quoi? Oui, ça me fait tout à fait penser à de la dépression, bien entendu. Madame le décrit très bien, cette impression, enfin qui n'est pas une impression, cette inertie totale qui vous a envahi et qui vous empêche de bouger, d'agir, de penser, d'éprouver des envies. C'est quelque chose, c'est un symptôme tout à fait typique de la dépression.
Ça a été d'autant plus violent chez vous, je pense, que vous ne vous y attendiez pas, que vous n'avez pas décelé les causes. Pour vous, tout allait bien. Alors, il y a eu une espèce de fuite en avant que vous avez toujours mise en œuvre. C'est-à-dire travailler beaucoup, vous occuper de vos enfants, toujours plus. Un salon, 2, 5, 6, 7. Absolument. Un enfant, 2, 3, 4. Démarrer, 4, 3, 2, 1, 0. 0 maintenant. Oui. C'est peut-être bien maintenant. Vous allez peut-être vous occuper de vous? Je m'occupe de moi parce que je suis bien remise de tout ça. Donc je ne vois plus du tout la vie de la même façon. Et puis j'en fais plus autant. Oui. Et c'est tellement mieux. On va voir ce qu'en pense Stéphane, qui est avec nous au téléphone, qui devait être avec nous sur ce plateau, mais que son fils est très malade et comme il est tout seul à la maison pour s'en occuper, il est resté au contact de son fils. Il sera au téléphone avec nous dans un instant. Quand on aura regardé ce reportage, j'aimerais avoir votre avis. Il semblerait qu'il s'agisse d'une dépression. Là, c'est un homme qui a plein de talent, d'après sa compagne, qui est en plus très douée pour l'écriture, et qui n'arrive plus à se bouger. Il dit se fixer des objectifs trop hauts et donc totalement impossibles à atteindre. Et donc, résultat, il ne fait rien. Reportage à Lorient avec Stéphane. Ah, mon doudou. Heureux papa d'un petit Wyatt, Stéphane est très amoureux de sa compagne Linda. Ils vivent dans une jolie maison à Lorient et profitent de l'air sain de la mer. À 37 ans, il semble donc avoir tout pour être un homme heureux. Et pourtant... Malgré tous ces gens qu'il y a autour de moi, tous ces gens que j'aime et qui m'aiment, ça suffit pas. C'est comme si j'étais prisonnier dans mon esprit, quoi. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais il se passe rien. Je me rends compte que la vie passe, les journées passent, les années passent. Et puis voilà, il y a une tristesse au fond de moi qui fait que je vais avoir gâché quelque chose, quoi. Stéphane refuse de travailler pour ne pas gâcher son temps. Du coup, il gâche sa vie à ne rien faire. Déprimé, Stéphane ne fait rien de ses journées. Pourtant, il a la tête remplie de rêves. J'aimerais participer au reboisement au Brésil, en Amazonie, pour la planète. Ça serait énorme, ça. Ça serait énorme. J'aimerais faire un don très important de l'association que s'occupe Zinedine Zidane pour la dystrophie. J'aimerais aider toute la misère, quoi. Des associations qui concernent les enfants, la maladie, pour la misère en Afrique. À plus de 700 km, elle tente une fois de plus de secouer son homme. Ta journée s'est bien passée? Bah, comme tu viens de dire, elle s'est passée. Voilà. Il faut y aller, tu dois là. Tu vas pas sortir, hein, sinon regarde, je suis à Cannes, c'est pas facile pour moi non plus. Bah ouais, je sais bien. Je peux pas non plus tout le temps te porter, moi, je peux pas. Non, mais je veux pas que tu me portes. Il faut arrêter de voir le verre à moitié vide. Donc, je sais bien. Je te fais un bisou parce que je peux là, pas t'es occupé là. Ouais. Tu passes une bonne journée. Ouais. Parce que là, j'ai plein de boulot. Et puis, je te rappelle en fin de journée. Ouais, bisous. Ciao. Elle comprend pas mon état d'esprit. Elle le comprend sans le comprendre. Elle a plutôt un état d'esprit à foncer, à jamais baisser les bras. Moi, c'est un peu l'inverse. De l'avoir bougé et se booster comme ça suffit pas pour m'enlever. Non, ce mal-être que j'ai, ça suffit pas. Cette déprime accompagne les journées de Stéphane depuis 2 ans. Son seul moment de répit, c'est quand il profite des joies de la plage avec son fils. Dans des moments comme ça, on s'évade. Là, je suis plus prisonnier avec moi-même. Là, je suis bien là. Il n'y a plus de mal-être. Mais bon, c'est pareil. Si c'était comme ça tout le temps aussi, tous les jours, il y aura encore une lassitude qui s'installerait. Donc c'est des petits moments d'évasion, ouais, mais ce qui reste vraiment petit, quoi. J'ai tout pour être heureux, mais bon, il me manque un épanouissement, ouais, voilà, c'est ça. C'est un épanouissement qui manque. Il va falloir que je retourne à la maison, on va être enfermé entre 4 murs.
On va attendre que la journée se passe. Elle va passer. Puis demain sera un autre jour. Et ça sera le même. C'est quoi? Pas dur, hein. Comment vous réagissez à ce reportage, Pascal? Oui. Ben, je me dis que je me retrouve un petit peu dans l'après-dépression, je me retrouve un petit peu dans ce qu'il dit. Mais je sens surtout beaucoup de frustration chez ce monsieur. Son épanouissement pourrait s'élargir s'il osait peut-être aller dans des domaines qu'il aime. Il ne se donne pas à fond. Bonjour Stéphane. Allô? Le petit Wyatt va mieux? Oui, ça va, merci. Et vous allez mieux? Bah écoutez, voilà, moi c'est toujours pareil. C'est ça le problème. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous allez vraiment mal ou est-ce que vous vous laissez aller? Non, c'est pas une question d'aller mal, c'est temporaire. Donc, en fin de compte, je fais le point. Je me retrouve quand même assez seul pour penser. Du fait que là, je travaille pas. Donc, le fait de penser, de cogiter comme ça, ben, je me remets en question et puis j'aimerais faire beaucoup de choses. Et puis, Ouais, vous êtes convaincu qu'il faut vous bouger, vous avez plein d'envie? Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de vous bouger? Il y a plein de trucs, hein. C'est-à-dire que on a envie de faire les choses et de peur de les louper. Et peut-être qu'on se dit si je fais rien, au moins je tomberai pas de haut. C'est la peur de l'échec alors là. Voilà, peur de l'échec. Mais je sais que je ferai en sorte de. Je sais que j'y arriverai un jour. Je vais me booster, mais là pour l'instant c'est un passage à vide, quoi. C'est vraiment un passage à vide et une fatigue, on va dire peut-être même, une fatigue intellectuelle peut-être aussi. Donc tout est confus dans ma tête. Une confusion en tout cas, oui c'est ça, parce que voilà. vous avez des objectifs qui sont très haut placés, et parallèlement à ça, vous nous dites que vous avez peur de l'échec. Alors peut-être que pour essayer de trouver un juste milieu, vous placez des objectifs, en tout cas... Voilà, au lieu de voir très loin, peut-être déjà je devrais penser provisoirement en tout cas, pour pouvoir progresser, prendre confiance en vous et y arriver. Mais là, vous fixez quasiment des missions impossibles. Alors si déjà vous avez la peur de l'échec, qu'en pense Muriel? J'ai envie de parler de mal de vivre à nouveau, plus que de dépression. D'ailleurs, madame l'a très bien senti. On a l'impression que ce monsieur n'est pas du tout en accord avec lui-même, avec la vie qu'il mène. C'est un monsieur qui a envie de faire de l'humanitaire et qui donne l'impression d'être coincé dans une vie qui ne lui correspond pas. Ouais, tout à fait. Alors, encore une fois, si ce monsieur n'essaye pas d'agir sur sa vie, il risque en effet de tomber dans la dépression. C'est-à-dire que le déclic ne tombera pas du ciel? Le déclic ne tombera pas du ciel, malheureusement. Le déclic, il l'a en lui. Est-ce qu'il va accepter peut-être de changer de vie, ce qui ne veut pas dire changer radicalement tout ce qu'il a construit, mais au moins essayer de développer sa part de créativité qu'il a en lui pour essayer de mieux vivre et d'éviter justement de développer des symptômes dépressifs. Ouais, d'avoir un meilleur regard sur lui-même aussi. D'avoir donc, aussi un retrouver meilleur confiance regard en lui. sur lui-même, oui. Vous essayez de consulter quelqu'un pour mieux comprendre d'où ça peut venir? Non, je pense avoir compris d'où ça vient. Donc, à force en plus de me tourner la question dans la tête, puis là, surtout depuis le reportage, je ne fais que penser à ça. Donc, on croit qu'on trouve des solutions. C'est peut-être pas la solution, mais on en trouve. Moi, je pense qu'il y a cette fatigue. Je pense qu'il y a aussi, on disait, la peur de l'échec. Mais tout est confus, c'est ça le problème. C'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il faut aller voir quelqu'un, justement, qui vous aidera à y voir plus clair. Enfin, ouais. Oh, bah, je pense non. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme dirait l'autre, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il se pose pas trop de questions, Stéphane? Il y a un déclic, comme on disait, mais il est en moi, il faut attendre. Il me semble, en tout cas, sur ce plateau, que vous avez besoin, en tout cas, de remettre dans l'ordre vos priorités, votre vision de votre vie telle que vous l'entendez, celle qui vous rendrait heureuse, et que peut-être que voir quelqu'un, au moins quelques séances, ça pourrait vous aider à y voir plus clair. Voilà. Peut-être un coach, plutôt. Ouais. Ou un coach, ce que vous voulez. Ça vous fait peur, les psys? Ça vous fait peur, les psys, Stéphane? Non, c'est pas que ça me fait peur, mais je pense plutôt à un coach. Quelqu'un qui me boosterait. Ouais, c'est ça, en fin de compte. C'est un coup de pied au derrière, et puis ça repart, quoi. Ouais. Le fait que là, je me renferme sur moi-même, j'avance pas, donc peut-être que... Bon, remarque, je dis ça, mais il y a quand même du monde autour de moi qui me booste. Ma femme me booste. Et je sais pas, c'est voilà. C'est pas pareil d'avoir un exercice... On revient toujours à dire je sais pas, c'est confus.
Mais vous savez, un psy, c'est l'avantage, c'est que vous n'avez pas de lien affectif avec cette personne. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, mais qui n'est pas lié directement à votre histoire familiale ou affective ou amicale. Oui, mais un coach, c'est un peu pareil. Oui, un coach, si vous préférez. D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. Bonne chance. J'espère qu'on vous verra sur le plateau un de ces jours. Dans un instant, nous écouterons la suite des histoires de nos invités. On découvrira que la déprime peut entrer extrêmement vite dans la vie avec le témoignage de Lagdar. Et puis on verra aussi comment Jennifer fait pour essayer de s'en sortir avec un nouveau reportage juste après ça. Vous êtes le chouchou de la famille. Vous sentez que vous avez une préférence pour l'un de vos enfants, vous luttez contre ou vous l'assumez. Votre sœur ou votre frère est le préféré et cela vous a toujours blessé. Vous vous sentez en rivalité avec votre sœur ou votre frère. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Vous avez participé à une fête qui a tourné au drame. Accident, agression, viol ou décès. Lors d'une fête, vous vous êtes mis ou avez mis vos amis en danger. Pendant ou après une fête, vous avez frôlé la mort. Votre conjoint passe ses nuits à faire la fête et vous en avez assez. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Toute une histoire recevra prochainement des Françaises et des Français qui, déçus par leurs compatriotes, sont partis chercher l'amour de leur vie à l'étranger. C'est le cas de Jean-Pierre, parti pour le casting de la femme parfaite. Je te montre où je vis. J'habite dans le sud de la France, dans un bel appartement, confortable, près de la plage. À un moment donné, on dit il y a l'étranger, effectivement, que ça soit en Russie ou ailleurs, il y a des filles nettement plus jolies, qui seront moins difficiles et qui voudront bien se marier et fonder une famille. Pour moi, un homme français cherche une esclave moderne. Tony va épouser une jeune Sibérienne. Il la fréquente depuis 10 mois sur Internet, mais ne maîtrise pas encore bien sa langue. Приглашение. Ah oui, mais bien sûr, oui, je sais comprendre. Tu comprends? D'accord. Я тебя люблю. Le deuxième mail, alors qu'elle me demandait en russe de me tutoyer, quoi. Le traducteur électronique a traduit ça comme ça. Je voudrais passer sur toi. J'ai dit. Donc jusqu'à 12 ans, Lagdar, vous étiez bien dans votre vie, bien dans votre peau, et c'est peu dire puisque vous aviez 2 ans d'avance, donc un élève qui réussit. À quel moment vous avez découvert que vous aviez un problème profond? Quand j'en ai discuté justement avec une personne qui était extérieure, la mère de mon copain en fait, la mère de mon meilleur ami de l'époque. En parlant, elle m'a fait me rendre compte que j'étais dépressif. Combien de temps après que vous ayez connu vos premières crises? Entre 6 mois et 1 an. Assez long quand même. Mais en fait, la dépression a fait que, à partir d'un moment, j'ai coupé les ponts complètement en fait avec ma famille. Et à ce moment-là, j'étais parti pour faire une fugue et cette dame m'a hébergé. Et donc, d'un côté, elle m'a aidé à en sortir et elle m'a fait surtout prendre conscience, quoi. Jusqu'à quel point vous a emmené la dépression? Tentative de suicide. À quel âge? Envie de se foutre en l'air, 12 ans, 13 ans. Les refuges, les médicaments? J'étais sous antidépresseur, puis sur le côté, c'est vrai que je prenais des tranquillisants, quoi, mais... L'alcool? À un moment, ouais. Quand j'étais plus petit, ouais, c'est vrai, mais... Plus petit? C'est-à-dire? Ouais, à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, oui. À quel moment vous avez essayé de raccrocher avec la vie et comment vous y êtes pris? À quel moment j'ai essayé de raccrocher avec la vie? C'est venu tout seul. En fait, c'est bon. Après, plus tard, ça s'est arrangé dans ma famille. Ils ont décidé de déménager, changer de cadre. Je suis passé à Roubaix, qui est quand même une assez grande ville, à Provins, qui est un petit village, justement. Ça m'a fait changer carrément de contexte, tout ça, de situation. Puis voilà, j'ai rencontré des personnes et ça a fait que... Ça vous a changé de relation aussi, c'est ça que vous voulez dire? C'est sûr, ouais. De relations qui vous tiraient pas vers le haut, alors, si j'ai bien compris. Ouais. Et après, vous êtes remis quoi, alors? Vous êtes remis à l'ouvrage? Puis voilà, j'ai eu envie de reprendre le dessus, comme ça. D'un coup, je me suis dit, au moins, le minimum, c'est déjà reprendre un peu les cours, essayer de me raccrocher, tout ça. Donc,
Bon, j'ai quand même un peu galéré pour ça, mais j'ai quand même réussi à faire 3 troisièmes. Je voulais absolument... 3 troisièmes après avoir eu 2 ans d'avance? Ouais. Vous êtes accroché, quoi? Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Je suis en première. Puis voilà, j'attends que le temps passe entre guillemets, quoi. J'essaye de me dépêcher de passer mes diplômes pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez des objectifs dans la vie aujourd'hui? Des objectifs? J'en ai. Ce qui est la différence avec avant, j'en avais pas du tout. C'est sûr, c'est contrairement, je pense, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que voilà, même si ils déprimaient, ils avaient quand même l'intention de faire quelque chose tandis que moi, non, rien. C'était vraiment, je sortais plus, je voulais plus voir personne. J'étais complètement renfermé sur moi-même. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, tout va très bien. C'est quoi vos objectifs alors? Mes objectifs, continuer les cours. Je vais peut-être rentrer dans le droit, je sais pas. Rentrer peut-être dans le sport, de haut niveau, j'en sais rien. Ce sont toutes les qualités que vous aviez, vous les avez en vous, hein? Bien sûr. Donc vous les pas retrouverez. du perdu. Comment agir? Comment réussir à profiter du bonheur quand on a quand même certains talents, certains avantages, un bon cadre de vie? C'est sans doute la question la plus difficile. Quel comportement aussi les profs doivent-ils adopter pour pouvoir aider la personne qui souffre? C'est pas facile non plus pour eux. C'est la troisième partie de notre émission. Jennifer, vous êtes à la recherche d'une solution. Notre équipe vous a rendu visite à Saint-Étienne, dans votre joli appartement, avec votre jolie petite famille, dans un cadre bien sympathique. Et malgré ce sympathique décor, les crises de larmes surviennent régulièrement, et souvent sans explication. Reportage. Jennifer a 21 ans et comme tous les matins, elle part travailler. Très amoureuse de son compagnon Fabien, ils ont accueilli il y a 16 mois la venue de leur petite Loane. On pourrait donc croire que la vie lui sourit, mais depuis 3 ans, Jennifer se bat à coups d'antidépresseurs contre un mal qui la ronge. La déprime, elle me gêne dans ce que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à avoir une vie comme tout le monde, quoi. En fait, que ça va me suivre toute ma vie, ça va me bouffer toute ma vie. Ça m'a beaucoup empêché de travailler parce que ça m'est arrivé d'arriver à l'endroit et repartir aussi sec, quoi, parce que tellement que j'étais mal dans ma peau, je me sentais mal, et je repartais chez moi et c'est un gros échec. Après, je maîtrise plus rien. C'est un ras-le-bol, quoi, j'en ai marre. Je me dis que c'est pas une vie. Là, je vais me prendre un bon anxiolytique et aller travailler comme si j'avais rien, quoi. Jennifer a réussi à vaincre ses pleurs pour se rendre à son travail. Mais une fois rentrée chez elle, elle ressent le besoin de relâcher la pression auprès de sa meilleure amie, Sarah. Je sais pas ce qu'elle ressent réellement, donc... C'est une souffrance tous les jours. Mais une souffrance de quoi? C'est un mal-être à l'intérieur qu'on se dit... on n'y arrivera jamais à s'en sortir. Et pourquoi, malgré que t'as tout? Ouais, j'ai ce truc d'angoisse et je sais pas pourquoi. Ça me fait mal tous les jours. T'as tout pour être bien, t'as un chéri parfait qui t'aime, qui te soutient. T'as une petite fille merveilleuse, hein. T'as un bel appartement. Je suis heureuse, mais avec une grosse plaie à l'intérieur, quoi. Voilà. Qui fait mal. Et c'est ça le plus dur. Savoir où elle est. Et en attendant de trouver l'origine de sa plaie, Jennifer a trouvé le meilleur des antidépresseurs, sa petite Loane. Même si elle est tombée en grave dépression après sa naissance, aujourd'hui, c'est pour elle qu'elle souhaite se battre. De l'avoir joué, d'être posée, tranquille, avec ma fille, ça va bien. Il n'y a plus rien dans ma tête avec ma fille et s'amuser avec elle. Quand je suis déprimée, ma fille, elle me sort quand même, parce que je pense qu'elle serait pas là, ça serait encore pire, quoi. C'est le matin, c'est elle qui me fait... qui me motive, quoi. Le matin, quand elle se réveille, j'entends maman, maman, maman. J'ai un rôle de mère à assumer et je l'assume pleinement, quoi. Je me force pour elle. La dépression, ça gâche toutes les plus belles choses de la vie, quoi. Parce que je devrais pas pleurer en ayant une petite fille comme ça. Je devrais pas, je devrais être heureuse. Hein? Tu fais un bisou, maman? Jennifer n'est pas seule face à sa dépression. Fabien, son compagnon depuis 5 ans, lui rappelle quotidiennement qu'il est près d'elle pour la soutenir. Mais pour lui aussi, ce mal-être est souvent lourd à porter, car Jennifer lui demande d'être très présent. Là, ça va un petit peu mieux, mais je sais que ça t'a pourri la vie. Je t'ai empêché de sortir, je t'ai empêché de faire ce que tu voulais. Je dis pas le contraire. Ouais, du moment.
Beaucoup. Ouais. Au début, c'était vraiment dur. Au début, je comprenais pas du tout. Bah, y a des jours, j'ai pas envie de t'en parler. Je me renferme sur moi parce que j'ai pas envie de l'embêter avec ça. J'ai pas envie de t'embêter, j'ai pas envie de... Mais à force d'encaisser, des moments, ça explose, quoi. Je peux pas me retenir, je suis obligée d'en parler. Ça passera un jour ou l'autre, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Ça passera, ça va aller. Heureusement que t'es là, toi aussi. Pour les encouragements de tout le public. C'est vrai que quand on voit un gentil compagnon comme ça, une jolie petite fille comme ça. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que vous traversez? Très dur. Ils m'ont pas compris dès le départ. C'est vraiment, je pense, de venir ici, de en parler, qu'ils comprennent que je suis mal à l'intérieur, quoi. Ils doivent le comprendre, ça, quand même. Hein. Mais j'ai une maman qui est très froide, qui, quand je l'appelle, parce que quand j'ai mes crises d'angoisse, je suis obligée de téléphoner à quelqu'un, d'avoir un réconfort. Et c'est vrai que quand je téléphone, ma mère, elle me dit « Oh, ça va passer ». C'est comme si j'étais malade, quoi. Mais en fait, ça passe pas, quoi. Comme je dis, c'est une plaie, ça fait mal et j'aimerais bien la soigner, s'il te plaît. Qu'elle ne sait pas comment agir, quoi. Non. On en a parlé et elle comprend pas pourquoi. Les parents ne savent pas toujours tout. Hein. C'est pas parce qu'on devient parent qu'on a le savoir qui nous arrive directement dessus. Malheureusement. Et votre compagnon, est-ce qu'il perd patience parfois ou est-ce que... C'est arrivé une fois, quoi. Il m'a dit, j'en ai complètement marre, t'écris, ça continue, je vais partir. Parce que l'enfer que je vis, je le fais vivre aussi, quoi. Comment vous aidez votre femme à ne pas flancher quand elle a des moments de moins bien, des petits coups de moins bien, comme on dit? J'essaie de lui remonter le moral, j'essaie de raconter des blagues. Bon, ça marche pas toujours, hein. Mais on essaye de faire de l'aider dans le travail de tous les jours. C'est pas facile, c'est pas facile. Il vous arrive parfois de vous sentir un peu impuissant face à la maladie? Ah oui, très souvent, oui. Vous culpabilisez parfois? Est-ce que... Ah oui, beaucoup. Vous dites parfois que c'est de votre faute? Oui, j'essaie, je me dis, je suis passé à côté de quelque chose, j'arrive pas à la rendre heureuse, donc c'est ma faute, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Dorothée? Moi, je lui dis que c'est pas de sa faute, quoi. Il fait tout. C'est vrai que j'ai cette chance d'avoir quelqu'un d'extraordinaire. Donc, peut-être que j'en profite. Ça valait le coup de venir, non? Muriel, quand on est face à un proche qui a un terrain dépressif, qui est en déprime ou en dépression plus profonde, qu'est-ce qu'on doit essayer de lui donner, de lui faire passer? Alors la dépression, ce que vous disiez est très vrai, c'est la maladie de la culpabilité. C'est-à-dire que tout le monde se sent coupable dans cette histoire. La personne qui est malade parce qu'on lui dit « tu as tout pour être heureux » et le compagnon ou la compagne parce qu'il ou a l'impression de ne pas pouvoir rendre heureux l'autre. Donc je crois que la première chose à faire, c'est se défaire de cette culpabilité et de reconnaître qu'on est malade. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a un objectif, se soigner. Alors qu'est-ce qu'on fait pour se soigner? Quand on est malade, on va voir un spécialiste qui va peut-être prescrire des médicaments si nécessaire. Et en même temps, on va voir un psychothérapeute pour aider à comprendre le sens de cette maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le manque? Quelle est la perte? Quelle est la souffrance qu'il y a au fond de soi? Et quand on a compris le sens de cette maladie, on a déjà fait la moitié du chemin. Alors, en général... C'est-à-dire qu'il reste encore la moitié à faire, hein, excusez-moi. Oui, la moitié à faire, c'est vrai, c'est très difficile une dépression. Et l'autre moitié, eh bien, il va s'agir dans la vie de tous les jours de trouver aussi des solutions. C'est ce que disait Madame. Une fois qu'on est sorti de la grande crise... Réajuster sa vie. On réajuste sa vie. Parce que quand on fait une dépression, c'est que quelque chose ne va pas, même si on a l'impression d'avoir tout pour être heureux. Madame, vous disiez tout à l'heure que le plus grand bonheur de votre vie, c'était votre enfant, et c'est vrai. Et en même temps, ça a été votre plus grand désespoir quand il est né, parce que ça a réveillé en vous le petit bébé qui est encore en vous. Et c'est-à-dire votre toute première relation avec votre maman. Et on a l'impression, quand vous parlez, qu'il y a beaucoup de souffrance à travers tout cela. Et tant que vous n'aurez pas essayé de comprendre, de résoudre cette difficulté, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. Mais on vous en sent très proche en même temps, parce que vous êtes bien entouré. On dit souvent qu'on a grandi quand on a réussi à pardonner à ses parents, parce que quoi que fassent les parents, ils font toujours mal. C'est pas qu'ils font mal, parce que moi, ils m'ont élevé comme on élève tous les enfants. Mais si j'en dis du bien, si j'en dis du mal, vous en dites du bien, et si oui, j'en dis du bien, vous en dites du mal. Moi, ce que j'en veux en plus, je pense que c'est mon père.
Ah, c'était votre mère tout à l'heure. Mais ma mère, elle est très froide, donc je ne saurais jamais ce qu'elle ressent. Mais mon père a fait une dépression. Et j'avais 13 ans quand il l'a fait. Il était... donc moi... C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais je l'ai porté sur mon dos. Je l'ai ressenti, quoi. C'était... la psychologue me l'a dit. Je l'ai porté sur mon dos sans le vouloir, quoi. Il ne l'a pas voulu. Il peut très bien se comprendre. Mais c'est bien que vous en preniez conscience. C'est là où vous dites que vous n'êtes pas très loin de le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Ouais. Donc parfois, il ne faut pas hésiter, comme Stéphane avait l'air de le faire tout à l'heure au téléphone, en se disant non, pas un psy, ou là, faut que je comprenne par moi-même, etc. Non, parfois, on n'a pas les ingrédients soi-même. Vous avez consulté un psy, vous? Oui. Ouais. Vous avez consulté un psy? Oui. Vous aussi, Moi Pascal? aussi, oui. Eh ben, bonne chance à vous tous et à tous ceux qui nous regardent et qui sont aussi un peu dans ces moments difficiles de la vie. À la prochaine fois.